Tout le monde a les yeux rivés sur la carte d'une île gelée. Et si je vous disais que le Groenland n'est pas le véritable enjeu, ce n'est que l'étincelle. Et depuis des décennies, nous y déposons discrètement des explosifs financiers. Revenons en janvier 2026. La menace était explicite. Le président Trump a lié les nouvelles taxes douanières imposées à 8 pays européens à un seul objectif: l'acquisition totale du Groenland. Un instant, on a cru assister à une spoliation territoriale du 19e siècle, transposée sur Twitter. Puis, un revirement soudain. À Davos, après s'être entretenu avec le secrétaire général de l'OTAN, Trump a annoncé les grandes lignes d'un futur accord et a exclu le recours à la force militaire. Crise terminée? Loin de là. Les dirigeants européens n'ont pas poussé un soupir de soulagement. Ils ont reçu un véritable électrochoc. Le président français Macron parle du « Moment Groenland », un choc profond, car le véritable enjeu n'était pas seulement la carte, mais aussi la méthode. Menace ouverte, intimidation économique pour imposer un choix souverain. Cela a prouvé que la relation transatlantique, fondement du monde d'après-guerre, pouvait basculer du jour au lendemain, dans une logique purement transactionnelle et hostile. Aussi, lorsque la menace de droits de douane s'est abattue sur l'Europe, celle-ci n'a pas perçu qu'un simple différend territorial. Elle y a vu une épreuve, une tentative de coercition instrumentalisant le commerce. Et cela a tout changé. L'étincelle a mis le feu aux poudres. Laissons de côté les négociations commerciales. À l'heure actuelle, des soldats danois sont déployés sur la banquise, des avions américains survolent la zone et l'OTAN mène ses plus importants exercices arctiques depuis des années. Il ne s'agit pas de spéculation sur l'avenir, mais de la réalité militaire actuelle, bien réelle et souvent méconnue. Alors que l'actualité était dominée par les questions financières, le Danemark a lancé une opération majeure en janvier. Son objectif? Envoyer un message clair. Le pays a déployé des centaines de soldats, son plus haut gradé général, et a même constitué des stocks de munitions et de matériel au Groenland. Les experts l'ont qualifié de force de dissuasion, une ligne de soldats destinée à rendre toute agression impensable. L'Europe n'est pas restée les bras croisés. La France a dépêché ses forces spéciales. L'Allemagne et d'autres pays ont envoyé des officiers. C'était un message clair. S'en prendre à l'un d'entre nous, c'est s'attaquer à nous tous. Parallèlement, les navires de l'OTAN se rassemblaient au large de la Norvège pour un vaste exercice arctique, s'entraînant à la lutte anti-sous-marine dans les eaux glacées qui protègent l'Atlantique. La Norvège investit d'ailleurs des milliards dans de nouveaux missiles pour sa côte nord. On observe donc une dualité. Officiellement, les diplomates évoquent un cadre de coopération. En coulisses, une militarisation discrète et à grande échelle de l'Arctique est déjà en cours. Il s'agit d'une préparation coûteuse et risquée à un conflit que personne ne prétend vouloir. La présence de ces soldats n'est pas une simple hypothèse. Ils sont déjà là. Lorsqu'un fonds de pension danois juge les États-Unis peu solvables, cela ne passe pas inaperçu. Mais est-ce le début d'une manne financière de X 0 milliards de dollars pour l'Europe ou simplement un pari risqué? Soyons clairs. L'Europe ne va pas se débarrasser d'un coup de toutes ses actions et obligations américaines. Cela ruinerait ses propres économies. Mais les initiatives de fonds comme l'électeur suédois constituent un signal d'alarme majeur. Ils ne protestent pas seulement contre la question du Groenland. Ils affirment que les États-Unis représentent un investissement risqué à long terme. Endettement élevé, instabilité politique, de quoi inquiéter les gestionnaires de fonds. Observons maintenant la réaction politique. L'UE vient de débloquer son accord commercial avec les États-Unis, mais avec une nouvelle condition de taille, une clause de suspension. Si les États-Unis menacent à nouveau la souveraineté européenne, comme ce fut le cas avec le Groenland, l'accord sera suspendu. Ce n'est pas un ordre de vente d'obligations, c'est un piège stratégique. L'Europe consolide rapidement ses fondements économiques. Macron affirme que la crise du Groenland est un signal d'alarme qui nous incite à nous affranchir de la dépendance. Le message adressé à Washington est clair. Nous n'allons pas débloquer le plan de X 0 milliards de dollars, mais nous en préparons activement le terrain.
Le dollar a perdu d'X% de sa valeur. Sa part dans les réserves mondiales est en baisse. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de panique générale? Parce que, face à cette crise, nous sommes tous pris au piège du même système. La faiblesse du dollar est un symptôme bien réel. Elle reflète les doutes de la communauté internationale quant à la stabilité des États-Unis. Mais voilà le hic, il n'y a pas d'échappatoire facile. Que choisir alors? L'euro acheté à un continent en crise, l'ONU chinoise imposée par un rival géopolitique, il n'y a pas d'alternative. La guerre financière reste donc larvée. La riposte européenne ne consiste pas en une attaque monétaire, mais en des mesures commerciales et juridiques. L'Europe prépare 93 milliards de dollars de droits de douane et renforce ses armes juridiques, comme l'instrument anti-coercition. L'objectif est de nuire, non de provoquer un effondrement. Il s'agit de rendre l'agression trop coûteuse. Comme l'a formulé un groupe de réflexion, l'Europe doit augmenter le coût politique pour les États-Unis afin de modifier les calculs de Washington. Ils ne déprécient pas le dollar pour le faire couler. Ils érigent des remparts pour que, lorsque les États-Unis changent de cap, cela ait un coût concret. Le dollar affiche un sourire forcé, mais pour l'instant, le monde doit faire bonne figure. Le président français Emmanuel Macron lance un avertissement à l'Europe. N'y croyez pas un instant. La pause dans les menaces américaines n'est pas synonyme de paix. C'est simplement l'accalmie. Il appelle cela le « Moment Groenland » et cela oblige l'Europe à mûrir rapidement. Pendant des mois, la stratégie consistait à négocier, à tenter de trouver un accord. Mais Macron affirme que cette voie a échoué. Elle n'a fait qu'accroître la dépendance de l'Europe. Désormais, le message de Paris est clair. Les menaces et les intimidations sont quotidiennes et d'autres sont à prévoir, notamment concernant les projets européens de régulation des géants technologiques américains. Il ne s'agit pas d'un simple différend commercial passager. Macron parle d'un choc profond, d'une rupture. D'un côté, un tsunami commercial chinois. De l'autre, une instabilité croissante due aux États-Unis. Les vieilles méthodes sont mises à mal. Alors, quel est le nouveau plan? L'Europe doit se doter d'une véritable puissance. Macron insiste sur la nécessité de simplifier et d'approfondir d'urgence le marché unique européen afin d'en faire un rempart plus solide. Il évoque la préférence européenne, un moyen de protéger et de promouvoir leurs industries respectives. C'est la plus grande refonte de la place de l'Europe dans le monde depuis une génération. Ce ne sont plus de simples alliés. Ce n'est plus cas. Ils apprennent à être compétitifs. Alors, comment l'Europe peut-elle mener une guerre où les armes sont les droits de douane et les menaces? Elle a mis en scène et elle a mis au point un instrument de contre-coercition. Les initiés l'appellent un bazooka commercial. Et pour la première fois, elle se prépare à l'utiliser contre les États-Unis. Il ne s'agit pas simplement d'aligner ses tarifs douaniers. Ce bazooka est un arsenal entièrement nouveau. Imaginez que l'UE puisse empêcher les entreprises américaines d'accéder à des milliards de dollars de contrats publics. Elle pourrait restreindre les investissements américains en Europe, voire s'attaquer à la propriété intellectuelle. Il a été conçu pour des situations d'urgence, exactement comme celle-ci. Lorsqu'une grande puissance tente de contraindre l'Europe à faire un choix politique en menaçant son économie, comme les menaces de droits de douane américaines concernant le Groenland. C'est la définition même de la coercition économique. Et l'Europe n'acceptera plus de l'accepter passivement. Après la dernière crise, les dirigeants européens ont demandé à la Commission d'accélérer les préparatifs afin de pouvoir utiliser rapidement cette arme si nécessaire. Mais attention, c'est un moyen de dissuasion. L'objectif est de rendre le coût des pressions sur l'Europe si élevé que personne n'osera s'y risquer. Son utilisation nuirait également aux entreprises européennes. C'est une partie de poker à enjeu élevé. Ils dévoilent leur jeu, espérant que l'Amérique se retire. Le bazooka n'est pas qu'un simple outil, c'est un message fort. L'Europe défendra sa souveraineté même face à son plus vieil allié. Pendant que les généraux et les politiciens tracent des lignes sur les cartes, une révolution silencieuse est en marche. Elle ne se déroule ni dans les parlements ni sur les champs de bataille, mais dans les conseils d'administration. Et le message est clair.
Les anciennes règles sont révolues. Il ne s'agit pas d'une simple querelle politique. Pour les PDG, la crise du Groenland était la preuve irréfutable que l'alliance occidentale stable et prévisible sur laquelle ils ont bâti leurs empires mondiaux a disparu. La confiance est rompue. Et lorsque la confiance est rompue, les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. Les entreprises n'attendent donc pas un accord de paix. Elles agissent dès maintenant. Elles ne se contentent plus de réduire leurs risques liés à la Chine. Réduisent également leurs risques liés aux États-Unis. L'objectif est simple, ne pas dépendre de quiconque capable de manipuler le commerce du jour au lendemain. Alors, vers qui se tourner? La réponse se trouve dans les données commerciales. Les exportations chinoises vers les États-Unis ont chuté, mais le commerce global du pays est en plein essor. Où vont tous ces flux? Vers de nouveaux pôles en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine. Il ne s'agit pas simplement de nouveaux marchés, mais de nouvelles sources de revenus vitales. Les entreprises renforcent la redondance à chaque étape de leur chaîne d'approvisionnement. L'ère de la mondialisation hyper efficace à source unique est révolue. Bienvenue dans l'ère des plans de secours coûteux, complexes et prétendument infaillibles. On parle de droits de douane, de traités et de portefeuilles d'investissement de 1000 milliards de dollars. Mais que se passe-t-il lorsqu'une crise cesse d'être une question d'argent pour devenir une question humaine? Quand l'idée même d'amitié entre les continents commence-t-elle à s'estomper? L'effet le plus néfaste de cette impasse est peut-être le plus difficile à mesurer. Il ne se lit pas dans les bilans financiers, mais plutôt dans les voyages annulés et les partenariats gelés. Les principaux voyagistes européens constatent déjà une situation alarmante, une baisse significative de la demande de voyage aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les Européens sont au courant. Ils constatent les menaces, la détention d'hommes d'affaires étrangers et se disent donc que ce n'est peut-être pas le moment de se rendre sur place. C'est ainsi qu'une alliance se désagrège progressivement. Elle n'est pas rompue par un acte isolé, mais érodée par une multitude de petits doutes. Les accords commerciaux sont gelés car le risque politique est trop élevé. Les échanges d'étudiants s'interrompent. Les liens humains qui unissaient ces sociétés depuis des générations s'affaiblissent. Et une fois que cette bienveillance personnelle s'évapore, une fois que les gens cessent de se considérer comme des amis et commencent à se percevoir comme des risques ou des adversaires, reconstruire ces liens devient une tâche qui prendra des siècles et non des congrès. À Bruxelles, une date est encerclée sur tous les calendriers. Il ne s'agit ni d'une échéance tarifaire, ni d'un sommet. C'est le 3 novembre 2026. Les élections de mi-mandat américaines et la stratégie européenne dans son ensemble pourraient bien se résumer à gagner du temps. Pendant des années, la tactique européenne face à cette Maison-Blanche consistait, selon certains analystes, à une forme de supplication stratégique. La courtoisie, le silence, l'espoir d'éviter un affrontement. C'est terminé. La menace groenlandaise a franchi une limite. Alors, quel est le nouveau plan? La patience stratégique. Le grand pari de l'Europe est que le contexte politique américain évoluera avant que ses fondements économiques ne s'effondrent. Elle mise sur les élections de mi-mandat, espérant qu'une administration affaiblie puisse changer la donne. Elle parie également sur la Cour suprême des États-Unis qui doit se prononcer sur la légalité même de l'imposition de ces droits de douane à motivation géopolitique par le président. C'est une attente à haut risque. Ils renforcent leur propre défense économique comme un bazooka commercial. Mais ils espèrent ne jamais avoir à s'en servir. Leur message est simple. Nous pouvons tenir plus longtemps que vous. Nous pouvons rendre la situation si coûteuse et complexe que vous finirez par devoir dialoguer et non plus seulement menacer. C'est un pari risqué que de miser sur la démocratie américaine elle-même comme meilleur rempart. Nous avons parlé de troupes, de tarifs douaniers et de traités, mais il reste un élément de 20 milliards de dollars sur l'échiquier que nous n'avons pas encore abordé. Et c'est ce qui pourrait tout changer. L'Europe
détient collectivement près de 20 milliards de dollars d'actions et d'obligations américaines. Il ne s'agit pas d'un simple investissement. Dans une crise comme celle-ci, cela devient une arme potentielle. Imaginez si les fonds de pension et les gouvernements européens lançaient une vente massive coordonnée. Les marchés américains s'effondreraient. La Maison-Blanche surveille la bourse de très près. C'est lié à la confiance des consommateurs et à l'héritage présidentiel. C'est le levier ultime, mais aussi le plus dangereux, dont dispose l'Europe. C'est l'arme nucléaire financière. Son utilisation anéantirait également l'épargne des retraités européens. C'est une destruction financière mutuelle assurée. Alors, quelle est la suite? Le scénario le plus probable ne sera pas une victoire nette pour qui que ce soit. Il s'agira d'un accord complexe et désagréable où le Groenland restera danois de nom, mais où les États-Unis exerceront un contrôle bien plus important sur sa sécurité et ses ressources. L'ancienne alliance n'est pas morte, mais elle est en soins intensifs. La confiance est rompue. Nous entrons dans une ère où chaque transaction, chaque investissement a un coût géopolitique. Les règles du jeu se réécrivent en temps réel et personne ne sait comment cette histoire se terminera.